Bonsoir après-midi. Si vous êtes OK, on va commencer. Bonsoir, Alors, bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour la seconde conférence autour de la cache-route. Il y a la précédente qui est disponible déjà en replay. Ce soir, on va aborder avec vous le thème de la shrita. Donc, juste pour aborder quelques axes de réflexion que vous allez avoir. Donc, on va aborder avec vous la question des tampons des Hersherim. Qu'est-ce qui définit un bon Hersher? On va voir qu'il y a différents courants et on va voir justement ces différences entre voilà, comprendre c'est quoi Badat, c'est quoi Shrita Lubavitch. Voilà, on va vraiment comprendre un petit peu plus de manière claire tout ça avec vous ce soir. On va aborder une question qui est sensible mais qui est importante, la question de la souffrance animale et de la conscience que le shochet il doit avoir et surtout ce que la Torah elle dit de tout ça. On va voir avec vous aussi, est-ce que la shrita, quel est le lien entre le prix de la viande et la shrita? Est-ce que c'est un gage de qualité? Est-ce que c'est lié au nombre de contrôles? Voilà, on va voir vraiment tout ça pour éviter de confondre justement le prix élevé et différentes choses qu'on peut se dire. On va voir aussi quelles sont les qualités d'un shochet et surtout son rôle. On va voir aussi quelle partie on peut manger, quelle partie on ne peut pas. Donc voilà, plein d'axes de réflexion qu'on va avoir avec vous. Et puis éventuellement, s'il y a des questions à la fin, on les prendra. Voilà, sans plus attendre, merci encore infiniment d'être avec nous ce soir et je vous invite à commencer. Bonsoir, chers amis de la communauté de France. Et comme je dis, la Et vous première n'avez pas le... conférence, Ok, vous alors une m'entendez? seconde. Je vois, vous êtes sous quel nom? Super. Normalement, c'est bon. Voilà, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Alors, vous y Vous avez m'entendez ou pas? accès. Ok, normalement, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, on vous entend super. Ok. Alors bonsoir, chers Kila de France et toute Kila francophone où vous vous trouvez. Donc on m'a demandé de parler pour cette deuxième conférence sur la Shrita. En vérité, il faut savoir que la Shrita, c'est c'est pas seulement un détail. On pourrait écrire des livres, on pourrait faire des dizaines de conférences qu'on ne finirait pas de parler sur l'importance de la shrita et le choix d'une shrita. Il est évident qu'on n'est pas là pour former des shochatib. On va essayer ce soir de sensibiliser ou de répondre à certains problèmes que beaucoup de personnes se posent, et surtout dans la shrita parce que c'est un métier qui est très, on va dire, spécialisé. En vérité, très peu de personnes savent qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs, qui sont les shochatim, qu'est-ce qu'il faut faire pour être shochet, comment ils sont contrôlés, c'est quoi le niveau de la shrita, etc., etc. Il faut savoir que la shrita, elle a toujours pris une place très importante dans nos communautés. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le Sharim de Chassidut du Baal Shem Tov qu'il y a marqué Zaham, la colère, qui sont les initiales de Zaham, c'est Zain, Ain, même. C'est Zain, c'est Zvicha, la Shrita, Iruvin, le Hirouf, et Mikvot. Ce sont les trois points importants d'une communauté. Et quand le Satan, malheureusement, il veut attaquer une communauté, il affaiblit ces trois points, ou un des trois points. Donc il va faire que dans une ville, il y a une mauvaise Shrita, et après, malheureusement, il va y avoir des conséquences pour la ville. Il va affaiblir ceux qui organisent les Hérovines pour porter dans la ville, les Yerushalayim, dans certaines villes. Et enfin, les mikvot. C'est pour ça que on met tellement d'importance à organiser et à faire des shritot de façon le plus scrupuleusement possible. Parce que vous savez que une bête, on va dire, c'est mangeable, c'est 250 kilos. Donc, quand il y a un problème Chavis Shalom, dans la bête, c'est 2000 personnes qui vont manger cette bête. Donc, le Satan, quand il frappe en gros. C'est un missile sur un immeuble et il peut faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez, j'ai lu cette semaine quelque chose de très beau. C'est que les gens ils disent souvent, c'est plus facile de manger du poulet que de la viande parce que le poulet, il y a moins de problèmes, qu'on va voir après. Mais d'un autre côté, un poulet, un homme, il achète un poulet pour lui à la maison. S'il n'a pas de mérite, à Baruch Hu, il peut lui amener des fois des problèmes.
Alors que la bête, étant donné qu'il y a des milliers de personnes qui mangent de la même bête, le srout du rabbin, le mérite de la communauté, il protège et il peut des fois nous protéger de certains problèmes dans la shrita. Donc la shrita, c'est la base d'une communauté. Et d'ailleurs, on retrouve souvent, comme j'ai dit dans la première conférence, que dans les communautés où la shrita elle est au top niveau, on a aussi des conséquences dans l'éducation, dans les enfants, dans la sensibilité à la Torah, etc. Ça veut dire que si vous voulez voir, souvent dans une ville, vous allez voir où il y a des gens de qualité dans tous les domaines, ça vient souvent quand la base, elle est bien assise dans la shrita, dans le mikvé, dans le yerouf, et Chazil Shalom aussi le contraire. Donc la shrita, c'est bien sûr, elle est importante par rapport à ce qu'elle est. Elle est aussi importante parce qu'elle est indispensable. On ne peut pas vivre sans protéines animales. Et, et c'est pour ça que, de toujours, le rôle, ou un des rôles les plus importants que le rab de la ville il avait, c'était la shrita. De répondre aux questions de la shrita. Et il y avait une coopération parfaite entre le shochet et le rav, parce que le shochet ne pouvait pas tout seul être possèque toutes les questions qu'on avait sur les bêtes. Et le Rav, il montait à l'abattoir et il était présent. Et quand on avait une question, il y avait les poumons, le Rav était sur place, il répondait, il discutait avec le Shochet et il donnait son avis pour permettre les bêtes ou pas permettre les bêtes. Surtout qu'avant, le système de distribution de la viande était entièrement différent. C'était pas comme aujourd'hui, qu'on va dans des abattoirs, on fait la shrita de bêtes qui appartiennent à des non-juifs, on prend, on choisit ce qu'on veut, et le reste, on n'achète pas. Avant, c'était un boucher ou bien un paysan juif qui élevait une vache ou des poulets. Et quand il voulait le manger, il faisait venir le shochet. Et le shochet, il abattait l'animal qui appartenait à un juif. Et s'il y avait un problème dans la bête, bien sûr, le commerçant ou l'éleveur perdait énormément dans cette bête parce qu'il fallait après la vendre à des non-juifs qui connaissaient les conséquences que nous, on ne pouvait pas manger. Ils en profitaient. Donc c'est pour ça que dans tous les responsables de grands poskim, jusqu'à encore il y a 100 ans, une centaine d'années, les plus grosses tuvotes que vous allez trouver, c'était les responsables sur les problèmes de cache-route des animaux. Parce que la spécialité des rabbinim, c'était de pouvoir sauver, de pouvoir travailler main dans la main avec le shochet pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut consommer ou qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer. Ça a donné, déjà à l'époque, où certains rabbinim qui avaient une compétence, bien sûr, ou bien ils permettaient beaucoup plus de choses, ou des fois ils étaient plus marmérim. Donc ça a donné que dans la shrita, plus que dans n'importe quel autre halachot, un mikvé, il est défini pratiquement comment on le construit, un héros, c'est défini. Mais dans les lechot très fautes, les lechot qui concernent les problèmes et les problématiques dans les animaux, il y a eu énormément de discussions. Il y a beaucoup de machloket. Donc, ça a fait que chaque ville a adopté, plus ou moins, les psakim, l'autorité de son rave. Et c'est ce qui a donné, dans les communautés d'Israël, beaucoup de séparation, beaucoup de clans. On mange ça, on mange pas ça. Les gens se sont énormément, on va dire, sont enfermés dans leur communauté parce que on ne savait pas comment les autres communautés tranchaient dans certains problèmes. Avec le temps, c'est ce dernier siècle, Baruch Hashem, on a eu plusieurs avancées dans la Shrita. Déjà, on a réussi à faire la Shrita dans les abattoirs. C'est quoi les abattoirs? Ce sont des endroits où les bêtes appartiennent aux goïms. Et nous, les juifs, on va, on fait la Shrita. Et on achète seulement les bêtes qu'on a vues qui étaient cachères, qu'on a validées cachères. Donc déjà, ça a enlevé une grande pression sur le shochet, sur le rav, parce qu'il n'y a plus besoin d'essayer de sauver les bêtes. Il y a un problème. On peut se permettre de dire on ne prend pas. On n'est pas obligé de trouver un avis pour pouvoir avoir de la viande. Il y avait des communautés qui restaient des semaines sans viande parce que, imaginez-vous, à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas de vaccins, les animaux étaient très touchés. Des fois, on ne pouvait pas manger de la viande pendant des semaines. Au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution des abattoirs, on va à l'abattoir, on envoie une équipe, comme on va expliquer après.
Et on a gagné aussi dans la qualité, parce qu'on n'a plus la pression d'avant de devoir trouver une solution pour manger de la viande. On est aujourd'hui les acheteurs des bêtes mortes, donc on est capable de choisir et de ne plus avoir cette pression. Donc la shrita a beaucoup évolué. Ça veut dire que le niveau, il a beaucoup évolué parce qu'il n'y a plus cette pression. Mais ça a fait aussi que les rabbinim, qui étaient alors responsables des shritot, parce qu'il fallait absolument sauver et trouver des solutions pour ces animaux, doucement, doucement, les rabbinim n'ont plus eu besoin de trancher. Parce que, de toute façon, on a mis un niveau, on respecte le niveau, ça ne valait pas, on ne prend pas. Donc ça a fait qu'avec le temps, beaucoup de communautés ont gardé un shochet. Et même au niveau de la halakha, ce dernier siècle, il y a eu beaucoup de sfarim qui ont fait des kitsurim, ça veut dire qui ont tranché des halakhot de shrita de façon très claire pour empêcher que celui fait comme ça, celui fait différemment. Parmi, il y a un sefer qui s'appelle le Simla Hadasha, qui est un sefer qui est reconnu dans le monde de la shrita, où pratiquement toute l'Europe ont accepté de le prendre comme autorité et on rend cachère une bête ou on est matrif une bête par rapport à l'autorité de l'halakha du Simla Hadasha. Donc au niveau halakha, pratiquement toutes les communautés européennes ont adopté le même posek qui est le Simla Hadasha et grâce à lui, on a gagné donc un standard de shrita, un standard de halachot et les shritot sont beaucoup plus stabilisés et on a eu besoin de beaucoup moins d'aller et pousser la limite de la halakha. En Eretz Israël, ce changement s'est fait très tard parce qu'il y a encore quelques années, en Eretz Israël, les bêtes, elles appartenaient à des juifs. Donc on a trouvé la solution d'aller dans les pays d'Amérique du Sud pour pouvoir faire des grandes shritot, pour enlever cette pression des éleveurs aussi israéliens. Mais jusqu'à pas longtemps en Eretz Israël, il y avait un Rav qui poussait les limites de l'halakha pour trouver une permission pour pouvoir consommer, pour ne pas interdire 70-80% des bêtes et après avec des coûts et bien sûr des échecs au niveau financier qui sont terribles. Donc la shrita avec le temps, contrairement à beaucoup de choses, la shrita elle s'est beaucoup stabilisée. On a eu des poskim qui ont fait un grand travail. Donc on ne demande plus un shochet aujourd'hui d'être posek ou un rave. On a des halachot fixes, on va par rapport à ça, on n'a pas le droit de changer. Bien sûr, on n'a plus de bêtes, problème de bêtes, de sauver. On prend pas, c'est la bête d'un non-juif. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup évolué dans la shrita, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 2, 3 bêtes, 4 bêtes. Je me rappelle, il y a 40 ans, 45 ans, quand j'étais dans les abattoirs, on faisait 7, 8 bêtes à l'heure. Maintenant, il y a des abattoirs qui font 50, 60 bêtes à l'heure. Il y a des shritotes qui font 400 bêtes en Amérique du Sud, qui font 400 bêtes de shrita en 5 heures, 6 heures, 50, 60, 70 bêtes à l'heure. C'est des shritotes qui sont énormes. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus de problème, on va dire, de, pour permettre les animaux, mais on a eu d'autres problèmes. C'est qu'on a eu des problèmes de adapter le monde de la shrita à l'industrialisation. Ça veut dire que ce sont des machines modernes, ce sont des lignes qui vont vite. Et par rapport à ça, c'était le rôle de Rabbanim de trouver et d'adapter les lois de la shrita par rapport à ces nouvelles abattoirs. Mais n'oubliez pas que du fait que chaque shochet de nos jours a les mêmes halachot, a le même sefer, doucement, doucement, il y a beaucoup de Rabbanim qui ne sont plus spécialisés dans les halachot shrita. Par exemple, je vais vous dire pour que vous compreniez, il y a encore une trentaine d'années, toute femme qui était mariée savait comment cachériser la viande à la maison. Donc une femme, elle apprenait la halachot de Nida, la halachot de comment cachériser la viande dans le sel. Aujourd'hui, avec les nouveaux procédés qu'on a d'emballage de la viande et comment on vend la viande, il n'y a personne qui cachérise la viande dans la maison. Donc même si demain vous achetez une viande non cachérisée, plus personne ne sait comment le faire. Et c'est pareil pour la shrita. Ça veut dire que les rabbanim classiques ont perdu cette formation parce que ça les concernait plus. Les shachatim ne venaient plus les concerter, ils n'avaient plus besoin d'intervenir. Donc autant que la shrita elle a gagné en niveau, autant que la shrita elle a perdu beaucoup de rabbanim qui étaient capables à l'époque de donner une halakha. Donc, ils devenaient à la fin des spécialistes. Ils étaient dans les abattoirs. Ils avaient
un chimouche, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils avaient une expérience dans le domaine de la shrita, dans le domaine des poumons, dans le domaine de tous les membres qui pouvaient être problématiques. Alors que quand on a mis une base et qu'on a monté la barre très haut au niveau de la cachérisation des bêtes, doucement, doucement, on a perdu beaucoup d'acteurs dans les rabbinim qui savaient répondre et qui savaient soutenir les shritot. Et c'est pour ça que pendant de nombreuses années, en Europe, alors que les rabbinim étaient très compétents dans beaucoup de domaines, la shrita, elle a été donnée dans la main du shochet. C'est-à-dire que le shochet était responsable de la shrita. Le Rav avait le choix de choisir un shochet Iré Shamaim, qui était un homme bien, mais après, le Rav ne se mêlait plus, n'avait plus besoin d'être possèque, n'avait plus besoin d'intervenir, parce que on donnait au shochet la responsabilité totale de pouvoir rendre cachère les bêtes, ou le contraire, c'était lui le responsable de la shrita. Mais le problème, c'est que d'après la lacha, même le shochet doit être contrôlé. Par exemple, un des grands défis dans la shrita, c'est de faire un couteau qui coupe énormément parce qu'il faut couper une grande partie du cou de la vache très rapidement sans s'arrêter. Mais d'un autre côté, le couteau, il doit être très lisse. On doit sentir rien qui nous arrête pour que la bête, elle souffre le moins possible. Donc, d'après la halakha, on se doit de contrôler énormément les shochatim dans leur couteau, dans leurs agissements. Un shochet qui ne comporte pas bien. Est-ce que les shochatim, ils révisent leur halachot? La qualité de la shrita, la vitesse, comment ils font la shrita, la cachérisation, comme on va voir. Donc, pendant quelques années, c'est vrai que les shritot, elles ont été dans les mains des shochatim, mais il y a quelques années, il y a à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, où c'est vrai, certains rabbinim ont voulu reprendre ce flambeau dans la main pour assurer une surveillance accrue à tous ces shritot pour pouvoir proposer aux communautés une shrita de qualité. C'est pour ça qu'avant, chaque ville, la shrita était gérée par les consistoires, ça veut dire par les rabbanoutes mékomim, qui eux avaient beaucoup de, on va dire, de missions. Ils avaient aussi la shrita. Mais avec le temps, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de rabbinim qui s'occupaient de la shrita, qui connaissaient. Alors, le rav, c'était juste un arbitre pour les petits conflits entre shochatim. Et la shrita, elle a été pendant très longtemps aussi la manne et la subvention de beaucoup de communautés. Les communautés prenaient une taxe sur la viande, qui était très importante. Et grâce à ça, on pouvait faire tenir les communautés. Et les communautés rendaient un service aux gens de la communauté. Donc, on les mariait. On avait le droit d'avoir une place après 120 ans si on avait besoin pour être enterré. Le rav, il venait marier le couple. On a besoin d'un din Torah, il y avait un bedin qui était ouvert, il y avait des dayanim qu'il fallait payer. Donc on prenait cet argent de, d'une taxe sur la shrita au kilo, et avec ça, on subventionnait tous les besoins d'un bedin et d'une communauté. Avec le temps et l'explosion des communautés, doucement, doucement, il n'y a pratiquement aucune communauté qui vous donne une place après 120 ans. Et un homme doit payer sa place, même s'il est enterré en France. Il n'y a pratiquement aucune communauté où le rabbin il fait gratuit, ou la synagogue vous fait gratuit. Parce que, donc, en vérité, ça n'était plus justifié pour les gens de cotiser alors qu'il fallait payer tous les autres services. Mais par contre, la Shrita, elle payait les bureaux, elle payait tout. Donc, dans ce souci de perfection, et dans ce souci aussi que les gens ont eu besoin de reprendre des gens compétents, c'est là que dans le monde, il y a eu ce qu'on appelle les Badatzim. En Eretz Israël, il y avait la Rabbanout, et après, certaines personnes qui étaient des gens qui ont voulu faire très attention ont commencé à ouvrir les Badats. C'est-à-dire, il y a eu le Badat Beth Yosef, il y a eu le Badat de Rav Rubin, il y a le reste de Rav Marpoud. Ce sont des rabbinim qui ont monté une structure que malgré que la rabbanout arachite en Eretz Israël s'occupait d'organiser avec certaines normes les shritot, mais ils ont mis quelque chose de personnel dans l'organisation de la shrita. Et c'est ce qui a créé ce monde de la shritat méadrine, qui doucement, doucement est aussi venu en Europe. Il y a une vingtaine d'années, en Europe, il y a eu cette explosion où certains rabbinim ont créé des structures de shritot méadrine en prenant des gens qui étaient compétents et en essayant de remonter ce niveau de la shrita
Par exemple, on a mis des normes dans le nombre de shochatim pour un abattoir. Avant, il y avait certains endroits où on pouvait faire 250 bêtes, 150 taureaux, un shochet, un bodek, et toute la journée, il travaillait. Parce qu'à l'époque, un shochet, il travaillait parce qu'il n'était pas fatigué. Mais aujourd'hui, 250 bêtes, deux personnes, c'était beaucoup. Alors la raboute, elle a commencé à dire 250 bêtes, il faut deux à la shrita, ou trois à la shrita, deux à la dika. Il faut quelqu'un qui commence de temps en temps à remplacer les shochatim pour se reposer. Ça veut dire que déjà, on a mis des normes dans la shrita. Deuxièmement, on a mis une qualité, on a mis un suivi dans la shrita. Et enfin, on a répondu à des problèmes qu'un shochet qui va couper 200 coups par jour, dans le froid, dans l'humidité, il va perdre des fois la sensibilité de ses doigts. Donc on a institué de mettre un Bodex Akilim. C'est un homme qui est spécialement reconnu pour vérifier les couteaux dans l'abattoir. Et doucement, doucement, ils se sont montés ces shritotes qu'on appelle méadrines, ça veut dire de haut niveau, et qui donnent aujourd'hui un service aux personnes qui sont scrupuleux d'avoir une shrita de qualité. Et moi, je dis toujours, ça ressemble, ce qu'il y a eu en France ou à Paris du moins, entre la conversion des hôpitaux publics et des cliniques. L'hôpital public était là pour donner un service public général, mais le jour où le public il a étouffé le service parce qu'on voulait un service de qualité, alors on a ouvert des cliniques privées qui ont donné un service, qui se sont beaucoup investis. Et croyez pas, sachez que la grande différence, elle est, c'est que ces badatim, souvent, c'est pas, ils gagnent pas de l'argent comme certaines communautés. Parce que, en vérité, c'est des frais énormes. Ce sont des shritotes, ce sont des groupes de 10, 12 personnes, 8, 10 personnes. On a doublé, on a triplé les rôles. On a mis beaucoup plus de mashgichim. Mais par contre, on a gagné dans la qualité de la shrita. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que dans certains batatsim, la première bête ou la 400e bête, elle est de la même qualité d'abattage, avec une supervision qui a cru et avec un niveau de cache-route qui est de qualité. Je sais, j'avais connu dans une communauté qui avait un très grand rave, qui était très érudit. Et un jour, les Shuratim, ils étaient confrontés à des problèmes d'abcès dans les intestins. Et à cause de ça, ils devaient refuser tous les jours beaucoup de bêtes. Et un jour, un Shochet, il a pris donc un intestin avec des abcès, comme ça, il est parti, il a amené au Rav qui était dans un kollel dans la ville. Il a dit, Rav, je dois vous montrer quelque chose, vous pouvez me dire comment on est possèque. Et quand le Rav il a vu ça, il a vomi, parce qu'il n'était pas habitué à voir ça. Parce que, comme je vous ai dit, pendant des années, les rabbinim n'ont pas toujours été derrière les Shochatim. On faisait confiance au Rav, on faisait confiance au Shochet, et le Shochet, c'était lui qui gérait la Shrita. À la suite de la restructuration de la Shrita, déjà, on a institué ce qu'on appelle un Rav à marchir. C'est un Rav qui est responsable de la Shrita. Ça veut dire que c'est son domaine. En général, il connaît presque autant que les Shochatim. Il peut contrôler. Il vient à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit voir si les Shochatim ils viennent à l'abattoir avec leur couteau prêt. De temps en temps, il parle avec les Shochatim d'Alacha. Il voit s'ils révisent. Parce qu'il y a une Alacha que pour le Shochet, il se doit de réviser ses Alachot tous les 30 jours. Tous les 30 jours. C'est ce qu'on voit nulle part ailleurs, à part pour le Shochet et le Sofer peut-être. Un shochet se doit de réviser sa lachot tous les 30 jours. Un shochet n'a pas le droit de boire trop d'alcool parce qu'il faut faire attention à la sensibilité. Un shochet, il n'a pas le droit de travailler trop dans le froid. Un shochet ne doit pas être trop fatigué. S'il va à un mariage et il finit à 2 heures du matin et que le matin il se lève à 4 heures pour faire une shrita, il ne faut pas le laisser faire une shrita. Si un shochet, il a un problème familial qui le perturbe, le rab, il se doit de dire cette semaine, ne viens pas à la shrita. On te suspend pour ton bien parce que tu dois avoir la tête posée, tu dois avoir la tête organisée pour pouvoir être à la shrita. Donc, quand on parle de shrita ou quand on parle de tampon, comme vous avez dit, en vérité, il faut savoir que quand on parle de tampon, il faut choisir d'abord des herchérim qui ont pris sur eux de, encore une fois, de suivre et d'évoluer avec le mouvement et d'essayer de donner un service qui est excessivement de haut niveau pour la personne qui va consommer la viande. Alors en Eretz Israël, je ne vais pas parler de la France parce que je n'ai pas envie de parler de noms. En Eretz Israël, vous avez le Rav Marpoud, vous avez le Badat Yerushalayim de Eda Haredit, vous avez le Rav Rubin, vous avez Sharet Israël, vous avez le Rav Mordechai Gross. Ce sont des spécialistes, des gens qui ont investi, qui ont trouvé des rabbinim, et qu'au jour d'aujourd'hui, ils proposent de la viande issue du shritot qui est de très haut niveau. Et
où n'importe quelle personne qui veut faire attention à tout est capable de manger une viande de très grande qualité. L'Europe, c'est venu beaucoup après. Et ça a créé beaucoup, effectivement, de problèmes parce qu'on a dû changer la mentalité en disant que la shrita appartenait à la ville et pourquoi ils font ça et c'est pas normal. Mais en vérité, il faut savoir que les plus grands demandeurs, ce ne sont pas les rabbinim, c'était les gens, les avrichim. Et même si, dans certains endroits, on dit, il y avait le principe de la shrita trout, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de consommer de la viande de notre abattage, c'était seulement si la communauté, elle avait une shrita de qualité et elle était à la hauteur des demandes des gens. Mais si maintenant, les gens ne se retrouvent pas, ou bien s'il n'y a pas de service qui est donné à la communauté, c'est pas dire, on ne va pas interdire aux gens d'acheter de la viande ailleurs. Un homme, il peut acheter où il veut. Et surtout que de nos jours, c'est un peu évident qu'il y a une communauté. Parce qu'il n'y a plus de structure universelle qui peut dire, c'est nous qui gérons les Juifs de France, c'est nous qui gérons les Juifs d'Israël. Chacun, il a ça qu'il a, chacun, il a son poste, chaque grave, il répond à ses questions. Donc en vérité, c'est très difficile de dire qu'il y a une communauté qui regroupe toutes les personnes et que chacun doit suivre. On peut trouver ça dans certaines kilotes chassidim. On peut trouver ça dans certaines kilotes qui sont sous un rave qui lui dit on va faire attention nous de manger seulement tel et tel recha. Donc, quand vous demandez, première question, quel tampon choisir? Je vous dirais choisissez un tampon de rabbanim. Il y a des shritotes jusqu'à aujourd'hui qui sont très grandes, mais les rabbanim ne connaissent pas. Donc, qui c'est qui gère la shrita? C'est un shochet qui va devenir le chef d'équipe. Lui, il va faire, lui, il va regarder, lui, il va contrôler. Et il y a des rabbinim, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas montés dans des abattoirs. Il y a des rabbinim qui sont toutes les semaines à l'abattoir. Il y a des rabbinim qui sont toutes les 2 semaines à l'abattoir. Il y a des rabbinim que tous les rêves Chodesh, ils demandent aux Shoratim de ramener les couteaux à la maison pour les contrôler. Il y a des rabbinim, à Montréal, une fois par an, on reçoit les Shoratim, on leur fait un examen pour entretenir les connaissances. Donc, plus le rav il va être sérieux, il va être compétent, plus la shrita elle va être de haut niveau. Maintenant, c'est vrai que on retrouve dans la shrita, malheureusement, ce qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est qu'il y a beaucoup de conflits. Mais je vous rassure, ce n'est pas un problème français, c'est un problème qui est depuis la Torah. Vous savez que dans la Torah, un des plus durs événements, c'était quand le peuple d'Israël s'est rebellé. Et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu dans le désert de la viande, alors qu'ils avaient la manne à volonté avec le goût de la viande. Et il dit leur après, Faladji, qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté, il leur a envoyé en Sélécaï, il y en a qui sont morts. Mais à ce moment-là, ils ont créé ce qu'on appelle une clipa, ils ont créé quelque chose qui est universel, un conflit, que chaque fois qu'on va parler de Shrita, on va parler de conflit. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien dans l'âme Israël qui a autant séparé les communautés que la Shrita. Moi, je ne mange pas de ça, toi, tu ne manges pas de ça, lui, ne mange pas de ça, et moi, c'est pas bon, et lui, il fait pas bien, et lui, il fait bien. Et les Shochatim, un, il parle pas. C'est quelque chose qui est terrible. C'est pour ça que, comme pour les produits, un homme, il doit avoir un rab qui est neutre et lui demander clairement qui on peut manger, de quel rab on peut manger. Et parce que si je vous parlais des termes, je vais vous parler de certaines choses, les gens ne comprennent même pas comment ça marche. Alors que si votre rave, il est compétent, il va savoir, il va se renseigner. Et c'est pour ça que, avant de manger de la viande, ou manger plusieurs chérim, parce qu'il y a plusieurs chérim qui sont très compétents en France, on se doit de se renseigner chez son rave pour demander est-ce qu'ils sont valides ou pas valides. Mais bien sûr, c'est un produit qui est des plus problématiques. Et des villes, dans certaines villes, où il y avait des chochatines, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas montré leur couteau à quelqu'un. Il y avait des villes, il y avait des chochatines qui faisaient malheureusement des choses qu'il ne fallait pas parce que, pas méchamment, ils avaient plus de suivi, ils avaient plus, ils n'avaient pas évolué. À Marseille, le Rav Shimon Bitton, il y a plus de 45 ans quand il est venu, la première chose qu'il a fait, il a restructuré la Shrita. Il fallait refaire. À Paris, le Rav Chaim Naori, il a pris la Shrita en main, il a essayé de restructurer la Shrita parce qu'il y avait des gens qui étaient habitués, chacun d'un minac différent, il fallait restructurer toute une Shrita. Donc, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut prendre comme tampon pour la shrita, je vous répondrai un tampon sérieux et compétent. Parce que, encore une fois, c'est pas tout le monde, tous les rabbinim qui sont compétents. Et un rave qui n'a pas peur de se lever, qui va contrôler, où on sait sur lui qu'il est capable, à n'importe moment d'être là-bas, de voir. Et c'est comme ça que ça a toujours été dans les communautés religieuses, comment le rave, il intervenait dans la shrita, en contrôlant le shochet et en contrôlant toute l'équipe et en laissant une peur et une présence omniprésente que le rave peut venir à tout moment et à chaque instant.
Il faut savoir que quand on parle de shrita, et vu les conséquences de la shrita, donc en vérité, l'acteur principal, c'est vrai que c'est le Rav, mais c'est aussi après le shochet. Et d'ailleurs, on trouve un terme dans la halakha qui est spécifique au shochet, Yere Shamayim Merabim. On doit prendre quelqu'un qui craint Dieu plus que le normal des gens. Ça veut dire que la shrita, on ne peut pas donner ça à n'importe qui. Si on voit un monsieur qui est un peu léger, si on voit un monsieur qui se comporte mal, si on voit un homme qui n'est pas scrupuleux dans les mitzvot, il compte minyan. Mais pour la shrita, étant donné que qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas, quand un homme fait la shrita, il est seul. Il s'arrête une seconde, la shrita, elle n'est pas bonne. Et qui va lui dire? Si le shochet, il n'a pas l'eirat shamaim, il n'a pas la crainte d'Yakadosh Baruch Hu, ou quand le shochet, il rentre la main, on va expliquer après, pour contrôler les poumons, il n'y a personne qui peut voir. La seule chose, la seule garantie qu'on a que le shochet, il va faire correctement son travail, c'est l'eirat shamaim, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est un métier qu'il faut beaucoup de crainte d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il faut aussi énormément de siyat adishma, qu'il faut énormément, énormément d'aide d'Akadosh Baruch Hu, plus que n'importe quoi, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux et qu'on voie des fois des choses qu'on n'aurait jamais, jamais pu imaginer. Et ça, c'est très important. Donc un shochet, il doit être Iré Shamaim Merabim, ça veut dire qu'il a la crainte d'Akadosh Baruch Hu de façon beaucoup plus que n'importe quelle personne. Et c'est pour ça que pendant longtemps, les shochatim, c'était comme des rabbanim. On les respectait. C'était des gens de haut niveau. C'était des gens qui étaient Ereshamaïm. Quand le Rav n'était pas là, c'était le shochet qui prenait la relève du Rav. Et le Rav, il respectait, il mettait à sa droite le shochet parce que la responsabilité de la shrita était très, très forte. Et c'est pour ça que j'ai lu dans un sefer quelque chose de très, très beau. Vous savez, on va parler après tout à l'heure si on a le temps. C'est évident que un des facteurs les plus importants ou des soucis les plus importants de la shrita, c'est de ne pas faire souffrir l'animal. Vous m'avez demandé, est-ce que nous, on est sensible à ça? On est très sensible. D'après la Torah, d'après la plupart des poskim, Tsar Balachaim, faire souffrir une bête, c'est de Horaïta. Donc, on fait très attention, si on peut, à ne pas faire souffrir une bête, que ce soit visuellement, qu'elle voit des choses pas bien, que ce soit de la frapper. Et même dans la shrita, on veut manger d'une bête qui a souffert le moins possible. Mais une fois, j'ai lu un sefer d'un rave d'Amérique qui raconte quelque chose d'intéressant il y a déjà 100 ans. Vous savez que la shrita a toujours été contestée. Depuis que les communautés juives existent, déjà les Yévanim ont voulu interdire la shrita. Déjà, autant la Mishnah, dans certains endroits, ils voulaient interdire la shrita. On voit de nos jours, dans certains pays européens, où on veut interdire la shrita. En France, malheureusement, il y a certaines personnes qui combattent pour arrêter tout le temps la shrita. Même au Canada, on a essayé de nous arrêter. Bon, on a gagné un procès il y a 2 ans qui nous a permis de continuer la shrita. C'est-à-dire que la shrita, en vérité, comme c'est la base du peuple d'Israël, le Satan, comme je vous ai dit, il y va de même forte. Dans le Covid, qu'est-ce qu'ils ont vite fermé? Ce sont les mikvot. Les piscines n'ont pas été fermées. Les mikvot étaient fermés. Donc, il y a un combat dans le ciel qui se traduit par un combat terrestre, toujours contre la shrita. On a toujours attaqué la shrita sur la souffrance des animaux. En 1920, il y a eu une fois un grand débat sur la souffrance des animaux et on a invité un grand arabe. Il a dit, je suis sensible à tous vos arguments qu'on fait souffrir les animaux. Il a dit, chez nous, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Chez vous, quand vous prenez un homme, ce qu'on appelle un abatteur, pour tuer les bêtes, vous prenez un homme qui est de constitution forte, un homme qui est un peu, on appelle ça courageux, solide, un peu cruel, qui n'a pas peur de voir un veau, de voir un agneau, de tuer. Et vous le mettez au poste d'abatteur. Et c'est lui qui va vous abattre vos milliers de bêtes tout au long de l'année ou 2 millions de bêtes tout au bout de l'année. Chez nous, quand on prend un chauffette, on va chercher dans la communauté l'homme qui est le plus érudit. Qui dit érudit, souvent, c'est qu'un homme ne passe pas des heures dans la salle de sport. Un érudit, c'est un homme qui est au Beth Midrash, qui étudie, qui se lève le matin, qui prie, qui n'est pas toujours en meilleure forme physique. Et cet homme-là, en général, comme il étudie, la Torah elle a une influence sur lui, il devient très sensible. Et comme il est sensible, il est Yereshamaïm. Et comme il est Yereshamaïm, il devient automatiquement un homme qui est très prévenant. Et pourtant, on va le prendre, on va le mettre dans un abattoir, à tuer des animaux, à fréquenter des gens, des paysans. Donc on va le mettre dans un monde qui est exactement à l'opposé de lui. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne dirait pas, si un homme dans la communauté, il aime chasser, alors on l'amène à l'abattoir. On va lui apprendre à la fois, il va faire. Si un homme,
il aime le sang, qui viennent faire la shrita. Pourquoi on va prendre nos abrichim, nos étudiants les plus, on va dire, plus haut niveau, les plus sensibles, on va les mettre à la shrita? Et il a répondu quelque chose d'extraordinaire. C'est que le monde entier, quand ils rentrent dans un abattoir, ils sont focalisés sur la souffrance des animaux. Comment on peut faire pour faire souffrir le moins les animaux? Donc on va prendre un bourreau qui est solide, qui a le geste rapide, qui va sans réfléchir. La Torah, elle ne pense pas seulement aux animaux. La Torah, elle pense aux conséquences qu'il va y avoir sur l'homme qui va tuer des milliers de poulets ou des milliers de taureaux. Comment il va devenir avec le temps? Il va devenir un bourreau, il va devenir un assoiffé de sang, comme on voit les gens qui travaillent dans les abattoirs qui tuent les animaux, ou les chasseurs qui font de ça une passion, en train de tirer des animaux sur des petits animaux par plaisir. La Torah, elle veut protéger les personnes qui vont tuer les animaux. Donc c'est pour ça que la Torah, les halachot de Shrita, ils ne sont pas seulement pour l'animal, mais ils sont aussi pour protéger le shochet lui-même, pour que la personne qui soit dans la Shrita soit toujours un homme qui va être avec ses qualités et qui ne va pas devenir Chad Shalom, un bourreau d'animal ou un assoiffé de sang, comme on a vu ailleurs. Ça répond. Qu'en vérité, quand on veut manger du madrine dans la Shrita, c'est pas seulement parce qu'on veut faire bien pour manger mieux, c'est qu'on espère que malgré que la viande elle a un impact directement sur notre corps, sur notre sang, donc on doit la cachériser, on doit enlever le sang, on ne doit pas la faire souffrir, on ne mange pas certains animaux par rapport à certains comportements qui pourraient avoir une influence sur nous, mais même la façon comment la bête elle a été tuée ou comment elle a été respectée, donc en réalité ça a aussi une influence directe sur nous. Donc on doit faire attention qui choisir comme shochet pour ne pas faire demain des énergumènes dans des communautés, ou pas faire demain des gens qui sont complètement malheureusement détruits par le métier qu'ils ont fait, parce qu'on se doit de respecter chacun, et aussi de respecter les gens qui vont consommer cette shrita d'un homme qui est resté à niveau, qui n'est pas resté à niveau. Je ne parle pas maintenant de la Kabbalah, de l'importance d'un shochet, de pouvoir trouver et de faire son métier avec compétence pour sauver une bête, de ne pas l'envoyer dans le tarif. Souvent, on voit qu'il y a une histoire qui est marquée dans les sarim de Kabbalah qu'une fois, il y avait un taureau que on voulait l'amener à la Shrita, il s'est sauvé. Et il commençait à renverser toute la ville. Et le taureau, il est parti, on le courait derrière, il est arrivé dans un fleuve, il est rentré dans le fleuve, il s'est trempé pratiquement au mikvé. Après, il est parti à la Shrita. Et il s'est mis par terre, il a mis son cou, et le shochet, il a fait la Shrita. On sait que la relation étroite et le tikkun, c'est-à-dire la réparation de certaines neshamot importantes, c'est dans la Shrita. Donc, il est évident que le choix des shochatim, il doit être un choix d'élite, et encore une fois, qui c'est qui peut choisir un shochet d'élite si lui-même, il ne sait pas de quoi on parle? Donc, on ne fait pas de cadeaux. On ne va pas prendre n'importe qui parce que c'est le beau-frère ou le cousin, etc. Il faut prendre des gens de qualité et des gens qui ont l'Eirat Shamayim pour pouvoir s'assurer que les shochatim, ils vont rester, ils vont garder, ils vont transmettre la shrita comme elle se doit. La shrita, elle est en vérité, il y a plusieurs étapes. La shrita, elle ne commence pas à l'abattoir. La shrita, elle commence à la maison. Parce qu'il y a une très grande spécialité. Il y a une noumanout, ce qu'on appelle, ça veut dire quelque part un métier, de la façon comment on aiguise le couteau de Shrita. Et ça aussi, Baruch Hashem, la mondialisation, elle a fait beaucoup de choses. Avant, on avait des matériaux qui étaient très compliqués. On ne pouvait pas avoir un couteau qui coupait, qui était lisse. Les couteaux, ils coupaient, ils ne tenaient pas, ils rouillaient. Aujourd'hui, à Kadesh Baruch Hu, il nous a donné des matériaux qui sont extraordinaires. Vous voyez, des matériaux japonais, des matériaux allemands, avec de l'argent, avec des métaux. Donc aujourd'hui, on a des matériaux incroyables que les shiratim qui savent utiliser peuvent avoir des couteaux. Même au Rabbeinu, il y a un arabe qui m'a dit, même au Rabbeinu, il n'a pas les couteaux qu'aujourd'hui on a, parce qu'on a une qualité extraordinaire. Donc, la shrita, elle ne commence pas à l'abattoir. La shrita, elle commence dans le choix du shochet, elle commence dans les compétences et dans l'investissement du shochet à aiguiser ses couteaux à la maison, parce qu'il ne peut pas arriver à 4 heures du matin et commencer à écouter et à aiguiser. Et encore une fois, dans comment il va réviser le shochet, se préparer au niveau de la chôte pour être prêt pour la shrita. Bien sûr, Baruch Hashem aussi, de nos jours, on bénéficie de la modernité de nos abattoirs. Avant, pour attraper un taureau, pour l'attacher par terre, pour pouvoir faire la shrita, pour l'immobiliser, c'était très difficile.
Aujourd'hui, on a créé des pièges spécialisés où la bête, elle rentre, elle est bloquée, on retourne. Donc on bénéficie de la modernité du monde qui nous donne aujourd'hui. Avant, il y avait beaucoup de problèmes. Pendant la shrita, la bête, elle bougeait son cou. Pendant la shrita, la chouchrette, sa main, elle glissait parce que la bête, elle avait bougé. De nos jours, Akadosh il a fait qu'il nous donne une possibilité d'avoir une shrita de qualité parce qu'on bénéficie de toute l'évolution de la modernité dans les abattoirs. C'est aussi pour la shrita. Bien sûr, on a aussi malheureusement certains problèmes qui viennent avec la modernité. Par exemple, certains pays, ils veulent électrocuter les animaux avant la shrita. Parce qu'ils disent que c'est pas normal de prendre un animal, lui trancher la gorge et on va le couper. C'est la guillotine. En France, on a arrêté de guillotiner les hommes il y a une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. C'est pas normal qu'on coupe les gorges aux animaux. Il faut les anesthésier ou bien les électrocuter avant de leur couper la gorge pour que l'animal ne sent pas. Comme si que l'électricité chez l'animal était moins douloureux que de couper la gorge. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a eu des études qui ont été faites par des vétérinaires juifs ou non juifs sur la shrita. Et si on analyse la shrita de façon honnête, on est encore dans le procédé de tuer l'animal qui fait le moins souffrir et qui préserve la souffrance de l'animal. Maintenant, si on vient avec un regard négatif, on ne le verra pas. Mais chaque fois qu'il y a eu une étude, je le sais parce qu'on l'a fait en Amérique, il n'y a pas longtemps, on a encore payé des professeurs dans la souffrance de l'animal, la façon comment couper le cou d'animal, trachée, artère, zoophage, sans s'arrêter avec un couteau. Le couteau de shrita, il coupe tellement que chez Mishmor, c'est arrivé à des chocatim, ça m'est arrivé une fois de me couper avec un couteau de shrita, j'ai pas senti. Après quelques secondes, je vois ma main ouverte entièrement, ça saigne, il coupe tellement rapidement, et comme il glisse, on sent pas que ça coupe. Donc, il est évident que la modernité des abattoirs nous a beaucoup facilité la shrita, mais elle nous a donné aussi beaucoup de problèmes de nos jours, parce que la modernité fait aussi qu'ils veulent mettre des impératifs. Il ne faut pas laisser un animal bouger. Pour nous, c'est pas grave s'il bouge après la shrita, c'est le sang qui part. Chez les goïms, c'est pas beau. Il faut électrocuter. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont dit si on ne met pas l'électricité avant la shrita ou juste après, on ne peut pas. Il y a eu des questions qui ont été très importantes. Est-ce qu'on peut mettre une balle dans la bête de l'animal après la shrita? Est-ce que la shrita, quand on a fini la shrita, la bête, elle est déjà ce qu'on appelle shachout, elle a eu la shrita? Ou c'est quand la bête, elle arrête de bouger, quand elle est morte, alors là, donc si on met une balle dans la tête de la bête juste après la shrita, elle n'est pas valable. Dans certains pays, ils n'avaient pas le choix, ils l'ont fait. Il y a beaucoup de poskim qui ont permis. Aujourd'hui, on se bat pour plus le faire parce que on veut pas, on veut encore une fois une shrita de qualité. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de l'évolution de la modernité qui fait que malheureusement, on est obligé des fois d'arrêter de faire la shrita dans un pays parce que les impératifs de l'État ou des vétérinaires sont tellement importants que malheureusement, on peut plus faire la shrita. Donc le choix du shochet est primordial. Et de nos jours, comme je vous ai dit, qu'on a une quantité importante d'animaux grâce, on peut faire aujourd'hui dans un abattoir 30-40 bêtes à l'heure. Un shochet seul, c'est plus possible. Il ne faut pas regarder le coup. Donc on a un shochet, on a une personne qui vérifie son couteau. Et des fois, on a deux shochatim parce que le shochet travaille une demi-heure, il se repose une demi-heure pour être en meilleure forme. C'est une qualité dans la shrita. Des fois, on change même le codex akinim, il travaille une heure, il se repose une heure, etc. Donc, le choix du shochet, le nombre de personnes à la shrita pour pouvoir assurer une qualité de shrita par rapport au couteau, par rapport à la vitesse, par rapport à sentir ce qu'il faut dans le couteau. Donc ça, c'est la première phase de la shrita. Deuxième phase de la shrita, c'est que dans la Torah, on a un principe, toute bête qui est malade et qui a une pathologie qui peut mourir dans l'année, alors elle est considérée comme morte, ce qu'on appelle une tréfa. Tréfa, c'est une bête qui avait été déchiquetée par un lion, mais même si elle n'est pas morte, parce que le lion, quand il griffe un animal, il injecte dans le corps de l'animal un poison, ce qui est une infection, et la bête va mourir à court terme. Toute maladie que la bête a, ou toute pathologie que la bête a dans les membres qui sont des membres importants, le cœur, le foie, les reins, les poumons, le cerveau, s'il y a une maladie de la bête et que la bête,
elle a cette maladie, on est d'avis qu'elle va mourir dans l'année. Donc, en vérité, la shrita, c'est pas la shrita qui l'a rendue morte. Elle avait une pathologie déjà morte. Il y a un grand débat dans la halakha. Un homme qui a un cancer, stade terminal, et un homme vient lui mettre une balle dans la tête. Est-ce qu'il s'appelle un assassin? Donc, on va le tuer au bédine. Ou bien non, parce que de toute façon, il devait mourir. Il avait un cancer stade terminal. Ça veut dire que, est-ce que la mort que nous on fait sur quelqu'un qui est condamné à mourir, ça s'appelle. C'est la même chose pour la shrita. Mais la différence, c'est que pour la shrita, la Torah, elle a dit, elle a déjà été claire que tout animal qui ne peut pas vivre parce qu'il a une pathologie, alors la shrita ne peut pas le sauver, ne peut pas lui donner le titre de BMA qui a été tué par la shrita. Donc, normalement, toute pathologie que l'animal a aurait, elle pourrait mettre en péril le titre de BMA qui a reçu la shrita. Maintenant, on va pas commencer à faire un scanner à tous les animaux. Et quand même, Baruch Hashem, 90% ou 95% des animaux, 98% des animaux n'ont pas de pathologie grave qui mettent en péril leur vie. Où on a trouvé, plus que jamais, dans un membre qui est très, 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 très important, c'est dans les poumons. Ça veut dire qu'on voit que quand on vérifie les poumons, on a 40, 50%, 30% dans certains pays, 70% dans certains pays, où on va trouver des pathologies, ce qu'on appelle les cirrhotes, qu'on va expliquer après, qui rendent malheureusement la bête problématique. De ce fait, les Chachamim, ils ont institué qu'on n'est pas obligé de vérifier tous les membres des animaux, mais par contre, les poumons, on se doit de les vérifier un par un. Et surtout, 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 chez les animaux bovins, ovins, ce qu'on appelle la bdikat aréa, la vérification du poumon. Et c'est ça qui fait de nos jours que on fait 100 bêtes, on peut trouver des fois 25, 30. Après, ça va dépendre, comme on va expliquer après, du halak, du glad, du kasher, je vais vous expliquer. Mais le poumon, il reste donc un membre important. Il reste un membre qui est très sensible, où les chachamim, c'est un organe, c'est même pas un membre, c'est un organe, où les chachamim, ils ont demandé de vérifier impérativement chaque poumon avant de le donner kasher ou pas kasher. Et si on ne fait pas ça, l'animal, il n'est pas considéré comme kasher. Donc, on a formé les shochatim à faire la shrita, on a formé les shochatim à vérifier les poumons, et bien sûr, il faut savoir que ce qu'on appelle les pathologies qui vont rendre taref un animal, c'est les abcès, c'est des fois certaines maladies à Hachem Ishmor qu'on trouve dans les poumons, mais surtout, c'est ce qu'on appelle les cirrhotes. Les cirrhotes, c'est qu'il y a la cage thoracique. Et dans la cage thoracique, donc, il y a le poumon, qui a 5 tentacules, plus 2 lobes importants. Et des fois, on voit entre les lobes pulmonaires, ou bien d'un lobe pulmonaire à, aux côtes, on va voir qu'il y a des fils, ce qu'on appelle les cirrhotes. Et ça, d'après certains Rishonim, c'est une preuve qu'il y avait un trou. Et comme le poumon, il a été troué, donc il a cicatrisé par ce fil-là qui s'est attaché. Donc, avait été s'il y a une sikha, c'est qu'il y a un trou. Il y en a qui sont moins catégoriques, ils disent non, c'est pas qu'il y a un trou. C'est qu'avec le temps, comme le poumon il bouge par rapport à la respiration, un poumon c'est vivant, donc ces fils-là vont s'arracher, ils vont faire un trou. Mais en tous les cas, on est obligé de vérifier chaque poumon pour s'assurer qu'il n'y a pas de sirop. Et d'après la stricte halakha de la Gemara, si on trouve une sikha, la bête elle n'est pas apte à être mangée. Bema shnim sabot, c'est sikha très fort. C'est-à-dire qu'elle est taref inconsommable. Donc, on est obligé de vérifier la bête avant qu'on lui enlève le poumon, c'est-à-dire avant que Bichral on touche la cage thoracique. Ça aussi, il faut que les goyim nous laissent de rentrer la main dans la cage thoracique. Après le diaphragme, on rentre la main, ce qu'on appelle un bodek pnim, celui qui vérifie à l'intérieur. Donc un shochet qui est formé, à sentir tout dans ses mains, il rentre la main, et il suit le poumon, et ah, il y a un petit fil. Doucement, il le décolle, et il voit ce qui se passe, et il continue. Des fois, c'est trop gros, il dit, je peux rien faire. Mais des fois, il dit, c'est là, je pourrais. Et il marque tout sur un papier, tout ce qu'il a trouvé, ou lui, ou il lui donne à une autre personne ce qu'on appelle le bodek root, on va sortir le poumon, et là, on va retrouver tous les fils qui étaient quelque part collés, alors que d'après la loi des Rishonim et de la Gemara stricte,
Un animal qui avait un fil dans la cage thoracique était taref, mais malheureusement, 90% des animaux ont ces problèmes, ou dans certains pays, même 95. Donc, on ne peut plus trouver de la viande à consommer. Et là, certains rishonim, ils ont commencé à dire, attention, c'est vrai qu'une sikha, un fil, ça rend taref, mais c'est quoi un fil qui rend taref? Voici vraiment, il y a un petit fil qui part avec le doigt comme ça, non, ça c'est pas un trou, parce que le poumon, il peut être humide. Donc, on a commencé à donner des, on va dire, des noms et des niveaux de sikhot, des niveaux à ces fils-là. Et là, ça a commencé à sortir les appellations de khalak, de glat et kasher. Je vais vous expliquer. Le khalak, ce qu'on appelle khalak ou khalak bet Yosef, c'est un animal où on a rentré la main, on n'a rien trouvé. Le poumon, il est propre. Il n'y a rien. Donc même, d'après tout le monde, il est kasher. Le glat, c'est un animal où on a rentré la main, on a trouvé des petits fils, mais très très petits. Quand on les a sortis, on a touché, c'est parti très facilement. Deux, trois fils, pas plus. Très petits. On ne va pas l'appeler Khalak Bet Yosef, parce que le Bet Yosef était d'avis que s'il y a quelque chose de petit, même petit, ça rend taref. On va l'appeler Glat, ça veut dire des petits, petits fils. Riri, fils. Et enfin, il y a le Kasher. C'est qu'avec le temps, certains poskim nous ont dit, vous savez, si vous prenez ces fils et vous les enlevez tout doucement, vous les épluchez, vous les épluchez, vous les épluchez, et qu'après, vous gonflez, et vous mettez de l'eau, et vous voyez qu'il n'y a pas de trou qui sort de ces eaux, de ce trou, il n'y a pas d'air qui sort de ce trou, alors c'est pas un fil qui rend taref, c'était superficiel. Et sur ce, on a eu trois catégories dans les communautés. On a eu le Khalak Bet Yosef, ce sont des poumons entièrement propres. On a eu le Glat, ce sont des poumons avec des toutes petites adhérences. Et enfin, on a eu le Kacher, où chaque communauté, elle pousse la limite du Kacher. Et d'après le Simla Hadasha en Europe, on a plus ou moins le même niveau. En Eretz Israël, il pousse beaucoup plus loin dans les bêtes israéliennes. Mais ça veut dire qu'il y a eu trois catégories de bêtes, Khalak Bet Yosef ou Khalak. On a eu le Glat et on a eu le Kacher. Et c'est pour ça que certains archérim, vous allez voir des fois, Khalak, une étiquette bleu, rouge, on vous a séparé les bêtes pour vous montrer les différences niveaux dans les poumons. Et une bête, elle peut avoir une shrita extraordinaire, du meilleur shochet, du meilleur ercher, elle va être que cachère. Parce que dans les poumons, on a décelé une adhérence ou une petite pathologie qui lui enlève le titre du glat. Donc même si elle vient d'un ercher qui est extraordinaire, mais il en reste qu'elle est seulement cachère. Et des fois le contraire. Vous allez pouvoir trouver une bête qui a marqué khalak, mais elle provient d'un ercher qui n'est pas au top, mais le poumon, il est khalak. Donc l'appellation khalak ou glat n'est pas un gage de qualité dans le Hercher, est un gage de qualité dans le poumon. Donc vous allez trouver un Hercher qui est des fois basique, il y a marqué khalak. Oui, mais c'est khalak. Oui, mais c'est le poumon. Et comment le couteau il a été fait? Quelle choucrette ils ont choisi? Comment ils ont fait? Il ne faut pas savoir. Donc c'est pour ça que la définition de khalak est un gage de qualité dans les poumons, mais n'est pas un gage de qualité dans la cache-route ou dans le choucrette ou dans le choix du Hercher. Et pareil, après, il y a des gens qui vont vous dire, moi je préfère manger glatt de manger d'un bon Hercher que de manger halak d'un Hercher qui est moins compétent. Je préfère manger kasher d'un shochet qui est Rechamaïm, qui sait ce qu'il fait, que de manger halak d'un homme ou d'une cacheroute qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Moi, je préfère manger d'une cacheroute qu'on sait ce qu'ils font. Donc, il y a la cacheroute, il y a la qualité de la vérification des poumons. Et c'est pour ça que je vais vous répondre à votre question. Vous m'avez demandé, est-ce que le prix de la viande, normalement, je vais vous répondre un peu plus. Oui, parce qu'une bonne cacheroute, elle utilise quand même beaucoup plus de personnel. Ça veut dire que c'est pas pareil quand deux chocatim vont faire 300 bêtes, qu'il y a une équipe de 8 personnes. Mais à part ça, si on veut manger du halak et du glat, et qu'on ne veut pas avoir de problème pour trouver des bêtes qui sont adaptées au halak et au glat, on est obligé de prendre des bêtes de qualité. Parce que si on prend des vieilles vaches, ou on prend des vaches ou des animaux qui ne sont pas traités de pas de qualité, bien sûr, les poumons ils vont être atteints. Donc, si on veut trouver le maximum de bêtes halak ou glat, on va se tourner par des bêtes de qualité comme la limousine en France. Ce sont des bêtes où on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de halak. Ça coûte cher, oui, ça coûte cher. Mais on va faire 60, 70 bêtes, on va avoir 20 halak, 15 halak, parce que ce sont des bêtes de qualité. Donc, est-ce que le prix
Il est plus cher. Il n'est pas plus cher parce qu'on a fait une shrita méhadrin, bien que l'équipe, elle coûte un peu plus cher. Mais il est plus cher parce que, en général, si on veut avoir une viande de qualité pour avoir du halak et du glat, il faut prendre des bêtes de bonne qualité. Alors, vous allez me dire, oui, mais on voit chez les goïms, on voit chez les Arabes 3 kilos de viande à 50 euros. Oui, mais vous n'avez pas vu qu'est-ce qu'ils vous donnent? Des vieux taureaux, des vieilles vaches. Alors que chez nous, on est obligé de garder une qualité de la viande pour pouvoir avoir le maximum de bêtes cachères. Sinon, on peut faire 100 vaches, on va trouver 5 cachères. Alors, vous n'allez pas payer cher la viande, vous allez payer cher parce que pour avoir 40 vaches, il faut faire 400 vaches, c'est 4 jours de shrita, et c'est beaucoup plus problématique. Donc, c'est évident que une shrita méhadrine, elle va coûter un peu plus cher parce que vous allez avoir une équipe qui est beaucoup plus importante, vous allez avoir un rave qui va se déplacer, et vous allez avoir aussi une qualité des poumons, une qualité de la viande, donc parce que sinon, vous n'allez jamais réussir à avoir du gâteau du halak, vous allez avoir des bêtes qui sont toujours malheureusement problématiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que le veau, vous savez que ce qu'on permet de toucher les adhérences et de décoller certaines adhérences dans le glat, c'est une permission qui a été donnée malheureusement parce qu'on ne trouve plus de cachère. Mais d'après la stricte halakha, comme je vous ai expliqué, une bête qui a une adhérence, on ne peut pas la consommer. Même si on a permis d'enlever ces petites adhérences, on le fait dans des bêtes qui sont plus qu'un an, c'est-à-dire qui sont des vraies bêtes. Mais par exemple, si on prend un agneau ou on prend un veau, où le poumon est très, 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 très délicat, où en vérité, il faut savoir que même si des fois il y a une tira, elle peut partir parce que la peau, elle est très, très délicate. D'après la stricte halakha, on n'a pas le droit de toucher les adhérences ni dans les veaux, ni dans les agneaux. Donc ça faisait que le veau, il restait un produit qui était d'office Khalak Bet Yosef. Le problème, il est, c'est que quand on fait un veau de qualité qui est Khalak Bet Yosef, on se retrouve à 10%. Vous faites 300 veaux, vous avez 30 veaux, 20 veaux cachers, 20 veaux Khalak. Donc certaines communautés ont dit non. C'est vrai que le veau d'origine n'était pas permis, mais maintenant, on va essayer, même dans le veau, de trouver des solutions pour avoir plus de veaux. Donc on va commencer à toucher les sirotes. Donc ils ont fait du glat même dans les veaux, en se basant sur le fait que les veaux de nos jours ne prennent plus toujours du lait, consomment des farines. Donc les veaux, même s'ils sont jeunes, mais ils sont déjà beaucoup plus solides, en meilleure santé qu'avant, ils sont beaucoup plus fermes. Donc même dans le veau, au jour d'aujourd'hui, vous allez trouver du halak, du glat et des fois même du kasher. Tout dépend de la communauté. Il y a encore une chose où on n'a pas touché, c'est les agneaux ou les poulets. Mais comme on va voir après, il faut quand même choisir un méhadrine pour d'autres problèmes. Mais de façon générale, dans la qualité et dans la validation des poumons, à part les agneaux où on a gardé, mais même dans les veaux, il faut se renseigner, est-ce que le veau il est halak? Est-ce que le veau il est glat? Et bien sûr, on a été confronté à certains herchérim que le Rav parmi prenait certaines permissions. Il disait, la communauté, elle n'a pas besoin de manger du halak dans les veaux. Donc il disait au Shochatim, vous pouvez enlever. Et il faisait jurer au Shochatim de dire ça à personne. Ça restait, parce que le Rav, il avait avant l'office de dire, on peut imposer, on peut faire ce qu'on veut. C'est le Rav, il décide, et c'est lui qui décide. Maintenant, avec les WhatsApp, avec Internet, avant que le shochet il arrive à l'abattoir, tout le monde sait à quelle heure il est arrivé, qui sait. Donc c'est très difficile de faire des choses comme ça. Et à part ça, les gens, ils veulent plus qu'on leur impose, ils veulent choisir. Donc, bon, Hachem, aujourd'hui, il y a quand même des chéris, c'est assez transparent. On sait un peu ce qui se passe chez chacun. Mais sachez que il faut garder. Après, beaucoup de communautés sarades n'ont pas pris sur eux de manger du halak, manger du glat, parce que c'était impossible. Donc, les Marocains n'ont jamais accepté de dire qu'une bête halak n'était pas une bête cachère. Donc, au Maroc, ils mangeaient du glat. Donc, il y a beaucoup de Sfaradim qui mangent aujourd'hui et qui ont toujours mangé du glas, des petites sirottes, ils ont mangé. Après, si vous trouvez du halak, tant mieux. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire pour certaines personnes qui est impératif. Ils mangent une bonne shrita, ils mangent des petites sirottes, bien enlevées, avec des gens irréchamaïm, et c'est comme ça qu'ils ont mangé. Maintenant, on m'a demandé une question. C'est quoi ce principe de shrita Lubavitch? Alors, les Lubavitch, en vérité, c'est la même shrita que de n'importe qui, de qualité ou pas, ça va dépendre du raf. Mais les Lubavitch aussi, même s'il y a le Shulchan Aruch arabe du Admour Azaken, mais en général, dans les communautés, comme elles servent aussi d'autres communautés, elles se plient au psaque du Simla Hadasha. Après, il peut faire la Khumra du Admour Azaken,
Mais on ne fait pas toutes les permissions du Admour Hazaken. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les communautés Chabad qui offrent de la Hershérim pour les communautés autres qu'eux. Ils ont gardé la base du Simla Hadasha avec ses chomot, ses coulottes, pour rester dans un standard de cacheroute comme tout le monde. Ce qui change dans la Shrita Lubavitch, c'est que dans le choix du shochet et dans l'importance du choix du shochet, on essaie de choisir un shochet qui est le mieux possible. Et malheureusement, on a déjà vu des érudits qui étaient plongés dans l'étude de la Torah, mais qui faisaient des bêtises. Et la qualité principale pour un shochet, comme on a dit, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, comment on va choisir un homme qui craint Dieu? Alors on va faire attention, mais tout le monde met le tefillin de nos jours. Tout le monde peut mettre une barbe. Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Comment on va faire? Alors on est parti sur une base, qu'un shochet qui apprenait la chassidoute, ça veut dire qui était interpellé par la science profonde de savoir qu'est-ce que c'est une neshama, qu'est-ce que c'est un juif, c'est quoi le but d'un homme dans ce monde. C'était déjà un homme qui était profond. C'était un homme déjà qui avait un souci non seulement de faire les mitzvot, mais il y avait aussi le souci d'être profond. Et aussi, on sait par exemple, je ne peux pas vous expliquer maintenant pourquoi et comment, que la barbe elle peut avoir une influence sur le comportement de l'homme ou sur la sensibilité de l'homme à vérifier son couteau. Alors on va demander aux shochatim, non seulement qu'ils font attention à la barbe, de ne pas toucher la barbe, d'avoir une barbe, ce qu'on appelle shalem. Au mikvé, l'homme il n'est pas obligé d'aller au mikvé d'après la Torah, pas comme une femme. Mais on sait, on a prouvé qu'un homme qui va au mikvé, il est beaucoup plus sensible à beaucoup de choses parce qu'il fait attention à sa gdoucha. Donc quand on parle de Shrita Lubavitch, en vérité on parle de certaines personnes qui font attention à certaines choses, qui sont le mikvé, qui sont la barbe, qui sont la chassidoute. Et avant la guerre, il y avait certains, ce qu'on appelait Shrita Lubavitch, c'était des gens qui étaient sensibles à la chassidoute à Baal Shem Tov. C'était pas Dafka Lubavitch. Après, certaines personnes disent non, Shrita Lubavitch, c'est que le Rav il doit être Lubavitch et que le Mashgiach il doit être Lubavitch. Mais d'origine, la Shrita Lubavitch, c'est la sensibilité à la profondeur d'Akadosh Baruch Hu, de façon intellectuelle et de façon aussi dans les actes. La barbe, le mikvé. Et d'ailleurs, vous voyez toujours, Baruch Hashem, Shochatim Lubavitch, ils peuvent aller des fois se tremper dans des lacs froids. Moi, j'ai travaillé avec des Shochatim, où en plein hiver, ils allaient dans des lacs gelés pour pouvoir aller au mikvé avant la Shrita. Donc, quand on parle de Shrita Lubavitch, c'est pas que ça change dans le niveau, encore une fois, de comment couper la bête ou dans la qualité des poumons, mais en vérité, c'est une différence dans le choix des shochatim, et c'est une assurance en général que ces personnes-là sont plus proches au service d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, je vais rajouter quelque chose de mon expérience. C'est que vous ne savez pas, mais le métier de Shrita, c'est un métier qui est très ingrat. Vous prenez un homme à Shochet, vous le coupez de sa communauté, il part dimanche, il est jeudi, il revient jeudi, il est jeté dans des hôtels, il est jeté dans des villages, avec des goyim, avec des goyotes. C'est pas un métier qui vous donne beaucoup de réconfort dans la Torah. Qu'un homme, il fait attention à lui. Et qu'un homme, il fait attention. Et il a appris à s'auto-discipliner malgré l'égoïme, à rester ce qu'il est. Alors c'est une garantie. Moi, je raconte toujours qu'un jour, je suis parti aux États-Unis, dans une ville, je ne dirais pas où, et j'ai voulu prier, on m'a dit, il y a un Bet Rabat. J'arrive au Bet Rabat, je vois le Bet Rabat, je dis, c'est ici, la tefila, il me dit, oui, à 7h15. À 7h15, je vois, il monte au Hamoud, il fait la tefila comme si que c'était le Chazan de Rosh Hashanah qui pour, oh, de la Shem Kitov. Je dis, bon, il n'y a personne, on était trois. Et j'ai vu que toute la tefila, il n'y avait personne, il n'y avait pas minyan. Mais pendant des années, il faisait la tefila avec la même conviction qu'il avait un minyan de 300 personnes. Ça veut dire que la chassidoute, elle donne à l'homme, et surtout Chabad, parce que c'est des gens qui ont combattu contre le russe, contre les bolcheviks, contre toutes ces tendances. Ça fait des gens qui sont capables, malgré qu'ils sont jetés parmi les goïms, ils vont rester avec leur habit, ils vont rester avec leurs habits, avec leur habit et leur habit, ils vont rester avec leurs convictions. Donc ça donne un gage de Hirat Shamaim, et ça fait que Baruch Hashem, on arrive à beaucoup, on va dire, garder des shochatim. Il y a eu, j'étais dans les shritot, on a fait des farbringen, Yutet Kistev, dit Vahadout, de soir. Il n'y a pas, on n'est pas loin, on est loin, non, on garde. Il faut un mikvé, on va construire un mikvé dans nos shritot à nous. On a toujours un mikvé, pas nous, tous ceux qui font Alpir Chassidut, que les shochatim, avant d'arriver à la shrita, ils doivent se tremper au mikvé. Ça fait partie intégrale. Donc la shrita Lubavitch n'est pas une shrita qui est différente dans la halacha,
mais c'est une shrita qui est différente dans le choix des shoratim, dans leur crainte de Dieu et dans leur façon de concevoir l'importance des choses grâce à l'approche de la chassidut. Il est 4h10, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Est-ce qu'on laisse des questions et on finit, on fera une autre conférence ou on continue? Qu'est-ce que vous voulez faire? Rav Crémier, déjà un immense merci, une clarté incroyable. J'ai compris et je pense que tout le monde a compris beaucoup de choses qui sont essentielles. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette clarté-là avec laquelle vous nous avez expliqué. Euh, alors oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais prendre D'accord. une ou deux questions, Allez-y. mais voilà, comme ça, Et on après, on pourra faire une clôture autre vraiment. fois sur la cachérisation, sur le Ouais, nikour, sur les simanim, sur la distribution de la viande. Mais je pense que si on parle trop aujourd'hui, ça va exactement, étouffer les gens. Voilà. exactement. Alors, alors deux questions. Déjà, au niveau de, voilà, on a parlé de ces fameuses euh, cavanotes, vous en avez beaucoup parlé, et il y a une personne qui a posé cette question, c'est pendant le moment de la shrita, le shochet, il est plus occupé à quoi? Non. À avoir des Je, je, cavanotes je vous, je, ou... je vous rassure. On raconte une anecdote qu'une fois, il y avait une personne qui a voulu apprendre les cavanotes de Tkiat Shofar avec le Baal Shem Tov. Et il a travaillé pendant des mois. Il a marqué tout sur un papier. Et lorsqu'il va pour sortir le chauffard pour sonner, il ne trouve pas ce papier. Et il commence à pleurer. Et et le Baal Shem Tov il lui dit, ce que tu as fait, c'était le plus belle kiote. Ça veut dire que les cavanotes, c'est des choses qui nous sensibilisent, mais en aucun cas, ça doit être au détriment de la concentration de la shrita. La D'accord, shrita, un shochet, quand il travaille, il doit penser à faire bien ce qu'il fait. Maintenant, tout ce qu'il a fait avant, c'est, ça va lui donner la sensibilité à bien faire, mais la kavana essentielle, c'est de faire les choses comme il faut dans la halakha et dans le respect de la halakha. C'est ça la chose la plus importante. magnifique. Alors, une question qu'on a trouvée importante à dire que vous m'avez demandé de poser à la fin, c'est pourquoi on voit aujourd'hui justement ces fameuses shritotes dirigées par des rabbinim qui sont indépendants, alors qu'avant c'était surtout le consistoire qui s'occupait de tout ça. J'ai répondu de façon indirecte Oui, parce que je pense que le consistoire, avec le temps, il a eu beaucoup de missions, de beaucoup de choses. Et ça fait que l'argent d'Ashrita a été distribué à beaucoup, beaucoup de choses. Mais on a pu moins mettre le point sur, on va dire, les qualités et de répondre aux besoins des gens. Alors maintenant, c'est sûr que c'est un peu évolué, mais pendant longtemps, le consistoire, je ne dirais pas le consistoire, on va dire les rabbanoutes, ne voulaient pas répondre aux attentes de certaines personnes en disant on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, et les gens n'ont pas voulu. C'est comme les hôpitaux et les cliniques. Les cliniques ont été créées parce que les gens ont voulu avoir un service qui est beaucoup plus, on va dire, personnel et qui répond à leurs demandes. Et dans la Shrita, c'était pareil. Après, il est évident que les consistoires ont un souci de beaucoup de choses, mais est-ce que de nos jours, on va regarder le souci global où chacun il veut avoir un service privé, donc une shrita comme il se veut, une chevra kadisha comme il veut avoir une école comme il veut. Donc les écoles sont payées par des privés, il y a personne qui subventionne des écoles à part l'État et les communautés. C'est-à-dire que de plus en plus, on a refusé de dire, puisqu'il n'y a plus de services communautaires, en fait, il n'y a plus vraiment de services communautaires, je ne veux pas vous faire peur, mais les Dayanim en France, ça se compte sur le bout des doigts. Ça veut dire, je crois qu'il y en a un ou deux à Paris, bon, Hachem, à Strasbourg, je crois qu'il y a deux, à Marseille, il y a un. Ça veut dire, mais en vérité, la communauté, elle doit avoir des Dayanim spécialisés en Shrita, mais alors, les groupes de personnes ont voulu eux-mêmes, comme pour les mikvaot, il y a des gens qui ont créé leur propre mikvé parce qu'ils veulent avoir un mikvé avec toutes les qualités et ils ne veulent pas dépendre de personne. Donc je pense que c'est surtout c'est la mondialisation qui a fait que les gens ne veulent plus dépendre d'un système qui est global. Ils préfèrent avoir un système qui est beaucoup plus, on va dire, privatif et qui répond à une qualité. Après, celui qui va manger au consistoire, il mange à consistoire. Celui qui va manger une shrita qui est privée, il mangera privé. Mais ils veulent des gens qui répondent à leurs attentes et qui n'ont pas seulement le souci d'autre chose, de bureau, de secrétaire, etc. Ils veulent un investissement total dans la shrita. C'est ce que certains rabbinis proposent. ok, ok, très très bien. Merci infiniment, Rav Crémizi. On va s'arrêter là, comme ça on clôture chaque sujet
à fond. Voilà. Non, Merci ça veut pas dire, infiniment pour ce temps. c'est important ce que je dis, c'est que je suis pas là encore une fois pour dire, il y a des consisteurs en France qui ont fait des très 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 belles schritotes ces dernières années, parce qu'ils ont quand même beaucoup beaucoup évolué. Il y a certains chevillards eux-mêmes qui ont fait des démarches personnelles pour être à niveau, qui ont compris que s'ils voulaient avoir, vendre de la viande, il fallait aussi prendre sur eux la responsabilité, sur eux, les chevillards. Donc ils ont développé, ils ont essayé malgré qu'ils travaillaient des fois avec des consistors, de construire des structures de méadrine. Donc il y a eu quand même une très très grande évolution. Et juste pour vous dire qu'il y a 15 ou 17 ans, j'avais été un des premiers avec Ravesta et M. Bracha à, on va dire, à instituer un Bodex Equinim, c'est-à-dire qu'une personne qui est responsable des couteaux dans les abattoirs. Et certaines personnes qui avaient des cache-routes, on va dire, communautaires, me disaient, mais je comprends pas, vos shiratim, ils sont pas à niveau, ils savent pas regarder un couteau, on a besoin. Alors que maintenant, tout le monde comprend la nécessité d'un Bodex Equinim. Ça veut dire que je pense que les shritotes privés ont quelque part tapé sur les ruches et ont fait qu'en vérité, toute la communauté elle a bénéficié du niveau de compétence et parce que, encore une fois, quand on monte un niveau, alors même si au début on va dire c'est pas la peine, et après, doucement, doucement, on voit aujourd'hui que les shritotes en France ont beaucoup, beaucoup évolué, même dans les consistoires, de partout. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on a une qualité dans certaines villes qui est très, très belle shrita. Il y a des villes d'ailleurs il y a encore qui reste encore le consistoire qui va la shrita. Et les religieux, ils mangent. Donc ça ne veut pas dire consistoire. Pourquoi c'est en réalité qui est le rave de la ville et quel est le souci de la communauté d'investir dans la shrita. Ce n'est pas une question de consistoire ou de privé, c'est une question de qui est le rave de la ville et qui. Il y a des rabbinés par exemple, qui n'ont jamais compris qu'il y avait une communauté de babitch qui voulait manger le babitch. Alors, il sait très bien. Mais le babitch ne mangera pas une shrita qui n'est pas le babitch. C'est pas parce qu'il ne fait pas confiance, parce que c'est très important pour lui. Donc les rabbinim qui ont compris ça, qui ont créé une équipe le babitch, ils ont gardé les gens qui mangent chez eux. À Montréal, par exemple, on a 3 shritotes sous le Bédine de Montréal. On a les Lubavitch, on a les Bels et on a les Satmer. Et chaque communauté, elle a ses shratim sous le contrôle du Bédine de Montréal, que je contrôle, et toutes les équipes sont sous notre recherche. Donc, en vérité, chacun, il a ce qu'il veut, mais sous l'autorité du Bédine. Comme ça, on fait plaisir à chacun. Donc, je pense que ça a commencé, cette révolution, par on va dire, un besoin ou une réponse à une qualité meilleure. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, je pense que toute la France en a bénéficié. Et ça fait que, il y a quelques années, les personnes qui sont moquées des shritotes qui étaient organisées de cette façon, ils le font aujourd'hui pareil. Mais seulement, ils ne disent pas qu'ils ont appris chez les autres. Mais tant mieux. Au moins, grâce à ça, on a influencé. C'est comme les hôpitaux et les cliniques. C'est comme dans tout. Chacun, il amène. Et la concurrence, des fois, elle donne, au contraire, elle donne une force. Elle donne une envie de se dépasser. C'est ce qui fait augmenter et grandir les structures. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'après tout, on est tous des soldats au service d'Akadosh Baruch Hu. Et la seule chose qu'on voudrait, c'est que Akadosh Baruch Hu, il soit fier de nous au maximum de la fierté. Ça, je pense, c'est le plus important. Et chacun qui ramène une pierre à l'édifice du plaisir d'Hachem, je pense que c'est le plus important. Voilà. Merci, merci infiniment, Rav Kremizi. C'était passionnant. Merci d'avoir transmis tout ça avec tellement de finesse. Et voilà, on précise comme on l'avait précisé à la fin de la conférence, mais tout le but de ces conférences, c'est pas de dire allez prendre ça ou ça, c'est vraiment de C'est pour ça que nous je éclairer. vais pas parler d'un nom en France. Au contraire, je vous Exactement. dis, C'est même parce au que niveau c'est du pas ça le consistoire, but. voilà, le but, je pense que même au consistoire, il y a des consistoires qui sont de très haut niveau et qui, bon, aujourd'hui, sont des rabbins très bons. Il y a des chevillards. Je vous dis, j'ai assisté en France à des chevillards qui est privé, des commerçants qui ont voulu avoir une shrita de qualité, qui ont investi, qui ont choisi leur shuratim, qui ont aidé les rabbinim à choisir. C'est Baruch Hashem. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une très, comme j'ai dit la dernière fois, il y a tout ce qu'il faut en France pour avoir quelque chose de qualité. Et au contraire, je pense que la concurrence, elle va faire et elle fait que le niveau il monte. Et c'est ça le but. Dans les écoles privées, les écoles, on va dire, d'État, c'est la même chose. C'est-à-dire que grâce à ça, la concurrence, elle amène beaucoup, à condition qu'elle se fasse béchalom, et de façon, bien sûr, de ne pas faire béchalom du mal à personne. Ça veut dire on doit garder la concurrence, on doit se respecter, et comme je dis à quelqu'un, il en reste on travaille pour le même patron, c'est le patron d'Akadosh Baruch Hu. C'est le plus Magnifique. Merci, Rav Kremizi. important. Voilà. On vous Alors, bonne souhaite une soirée. bonne fin de journée, du coup, à vous, et Merci. une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Rav Kremizi. Koto. Au revoir.